On rejoint nos envoyés spéciaux au Qatar, Manuel Jousse et Bibrouzakis. Nous sommes à J-2 déjà de ce deuxième match Belgique-Maroc. On tente déjà d'avoir le moindre signe, la moindre info concernant notre équipe nationale avant ce match de dimanche. Bonsoir messieurs. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Très très bien et vous-même? Regardez qui est là, Maxime Berger et Sarah Motard. On parlait de l'application RTBF. N'oubliez pas non plus le compte Instagram RTBF Sport où Sarah vous accompagne chaque jour. Et puis les dernières infos, minute par minute, c'est avec Maxime Berger, je le disais, sur l'appli RTBF. Le quatuor réuni dans la même chambre. Non mais alors, vous savez ce qu'on fait? Ebi, Manu, allez manger et laissez-nous Max et Sarah. Ça, on change un petit peu. Dites un mot, Sarah et Max. Eh ben, on vous écoute d'ici, vous êtes super, vous nous manquez. Voilà, Oh, Max, merci Sarah, c'est gentil. Il y a Maxime, il voudrait prendre ta place, David. Mais il le fait déjà, il le fait régulièrement déjà dans Viva Sport. Ouais. Mais Non, alors mais on échange. Moi, je peux aller au Qatar du coup. Non, c'était une boutade, mon amour, pour vous dire, on a un petit côté convivial, on en mange à 4, comme on a des apparts. Georgien aujourd'hui ou quoi? Vous avez mangé quoi? Parce que hier, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, comme Alexandre Teclac, parce que vous connaissez le nouveau consultant vélo de Complètement Foot, Alexandre Teclac. Donc hier, Manu et Bi avaient très faim, mais on les a gardés quand même de longues minutes. Normal, on doit passer à 9h30 ici. mais Manu, t'as bu du CCML? Espèce d'hypocrite. Espèce d'hypocrite, Manu. Une imitation donc de Robert Wassège, on le rappelle, fait par Alex Teclac. Ça, c'est pour les fidèles du dimanche sur le Complètement Foot. Tu trouves pas de la lèvre là-bas? Et on l'a déjà perdu. Je sais où il y a de la lèvre, hein, par contre, à Doha. Mais enfin, je dis mais espèce d'hypocrite, tu bois pas de la lèvre comme d'habitude. J'ai un supporter qui m'a envoyé une photo où il boit de la lèvre. Si vous voulez. Mesdames, messieurs, c'est vendredi soir. Toute l'équipe de Complètement Foot vendredi, nous accompagne. tout est permis. Vendredi, tout est permis. Mais ça, c'est un titre qui est déjà pris. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir récupérer Benézer et Emmanuel. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. On est là. C'est quand même, il est en grande plus forme. calme quand Nordine est là. Mais il vous m'avait pas manqué, hein, Alex. La conduite a déjà explosé. Manuel Jousse et Bibrouzakis, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va aussi. Hein. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes allés au camp de base des Diables Rouges pour l'entraînement du jour, parce qu'on se rapproche quand même de l'échéance, là, à 2 jours de ce match contre le Maroc. Et donc, c'est toujours un petit peu le même déroulé aussi. Hein. Les joueurs ont eu hier soir le débriefing de la rencontre face au Canada, de manière à pouvoir basculer aujourd'hui dans la préparation de cette rencontre face au Maroc. Et on a eu 2 personnalités intéressantes, évidemment, face à nous, Kevin De Bruyne et Amadou Onana, donc l'une des plus grandes stars mondiales encore présentes à cette Coupe du Monde, et puis un petit peu le coming man de cette équipe nationale. Oui, Kevin De Bruyne qui a quand même dit qu'il était un peu inquiet. Quand même. On sait Kevin De Bruyne... On va l'entendre d'ailleurs à ce sujet dans quelques instants, ce sera le son numéro 2. Mais Kevin De Bruyne parle systématiquement avec le cœur. Enfin, il dit les choses comme il le ressent, que ce soit après une défaite, après une victoire. On se souvient, la Coupe du Monde en Russie, il était venu après la victoire contre le Brésil sans trop s'affoler. Après l'élimination, il s'affolait pas non plus. Il répond tout le temps de la même manière. Et là, son interview était très intéressante. Et Onana, ce qui a transparu très fort de son interview, c'est l'énorme confiance qu'il a en lui, mais qui va de pair avec une humilité. Ça peut paraître paradoxal. Il sait ce qu'il vaut, mais il dit les choses comme il les ressent, avec vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup de classe aussi, je trouve. Voilà, et avant de les écouter tous les deux, la petite info qu'on a pu constater cette fois-ci de visu, c'est la présence donc de Romelu Lukaku à cet entraînement collectif, puisque hier, c'était les déclarations de Roberto Martinez, mais il n'y avait pas d'entraînement ouvert dans le premier quart d'heure. Aujourd'hui, oui, on l'a vu présent. Là, il avait l'air tout à fait à l'aise, tout à fait souriant. Donc, il est disponible, bien sûr, pour dimanche. Il n'y a pas grand monde qui pense qu'il pourrait être titulaire, mais il sera peut-être appelé en cours de partie si d'aventure les choses ne tournaient pas suffisamment bien. Et le voir revenir comme ça, ça fait du bien aussi à tout un groupe, parce qu'on connaît l'importance, outre ses qualités de buteur, de la personnalité et de l'impact de Lukaku dans le groupe. Oui, il avait le sourire. Ça, c'est bien. Quand Romelu Lukaku a le sourire, c'est déjà une bonne chose. On l'a vu vraiment comme un gamin. On l'a vu sur les réseaux aussi témoigner sa joie après le but marqué par Michy Batshuayi, ou après le penalty arrêté, je pense, par Thibaut Courtois.
Mais là, on l'a vu vraiment sourire avec Eden Hazard et Kevin De Bruyne. On sentait que les mégastars étaient contentes de se retrouver. Oui, effectivement. Alors, on va À vous ce propos-là, proposer... avant Manu de... et Bi, juste 2 secondes, je me permets de vous interrompre. Alex Teclac, parce qu'on ne vous a pas encore entendu concernant nos Diables Rouges, sur cette bonne nouvelle, sur la présence ou non dès le deuxième match de Romelu Lukaku sur la pelouse. Quelques minutes nous disent Manu et Bi. Votre avis, votre analyse? Il faut pas se planter, c'est comme avec Eden, quoi, hein, parce que c'est vrai que je vais dire ceci, sportivement en fait, sur le match contre le Canada, je trouve qu'il le sort. Vous comprenez où je voudrais arriver. Il le sort trop tôt sportivement, mais médicalement non, parce que pour moi, il était trop tôt de sortir Eden dans ce match. Je me suis dit tiens, si tôt. Mais je pense que médicalement, il a bien fait. En plus, il a eu une blague avec lui. Hein. Je pense qu'il y a dans un match où il avait sorti un joueur un peu tard comme ça qui revenait de blessure. Mais je me demande d'ailleurs si c'était pas Eden. J'en suis pas certain. Bref. Ici, avec Lukaku, il va être prudent. Hein. Et puis il y a l'Inter derrière. Attends, tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut pas oublier que tu blesses un joueur maintenant. Enfin, tu blesses. Il ne faut pas le blesser volontairement. Mais si un joueur se blesse maintenant. C'est pas comme quand tu as la préparation ici pour rétablir le joueur en fin de saison, tu le récupères parce que voilà, c'est pas si grave ou une blessure musculaire. Mais là, tu es en pleine saison avec un Inter qui a besoin de lui. Mais là, c'est l'aspect club, mais l'aspect équipe nationale et Diable Rouge, ça joue évidemment, Alex. Mais si on veut aller loin, entre guillemets, dans ce tournoi, c'est important aussi de ramener quand même Romelu Lukaku le plus vite possible à sa meilleure forme. Donc quoi, quelques minutes seulement lors du deuxième match ce dimanche? S'il est prêt, pourquoi pas, mais l'Inter croyait aussi qu'il était prêt. Ils avaient tout fait pour le rétablir. Ils pensaient que c'était cicatrisé, ça l'était pas. Tu connais aussi l'impatience de Lukaku. Hein. Je pense que Manu et Ebi le savent très bien. Ils le vivent là de l'intérieur. Il est comme ça, il a envie de jouer. Tu le vois, ça rage quand le Courtois arrête le pénalty. Tu sens qu'il veut être sur le terrain avec ses partenaires. Mais à quoi bon, pour un deuxième match, prendre le risque inutile? Moi, je trouve qu'il faut rester prudent quand même, David. Je trouve ça un peu précoce. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, maintenant, c'est le joueur qui doit décider. Il est bien, c'est lui qui prendra la décision finale, pas le staff. Hein. C'est lui qui la prendra. Rapidement, Pascal, sur ce sujet, Romelu Lukaku, quelques minutes pour ce match, deuxième match contre le Maroc. Si ça sert à quelque chose aussi. Si le but c'est d'aller loin dans le tournoi, je vois pas l'utilité de faire commencer, de forcer les choses, même pas de faire commencer ou de le faire rentrer, de forcer les choses avec Romelu Lukaku. Oui, Pascal. Parce que, ok, et je pense que Manu et Bi partageront notre avis. Ok, ou peut-être pas. Ok, Michi, c'est pas le même type de profil, on le sait, il se disperse sur le terrain. Ok, mais le but qu'il met déjà, je suis pas sûr que tout le monde le met. Tout le monde pense que c'est facile, c'est un but hyper difficile techniquement pour la France. Avec cette facilité de son moins bon pied. Ok, le gardien canadien se trouve, il avait des trous dans les gants à ce moment-là, c'est vrai. Mais reprendre la balle comme il le fait, c'est juste un geste super, techniquement super difficile à réaliser. Première chose. La seconde chose, c'est que Michi, qui lui finalement accepte ce rôle de réserviste, quelque part de luxe, parce que ses stats sont ahurissantes pour un réserviste, qu'est-ce qu'il doit dire quand il entend tout ça? T'as encore besoin de lui? Arrêtons, quoi, un petit peu. Et je parle pas de nous, du travail qu'on fait nous, mais j'ai lu aujourd'hui des trucs quand même assez acerbes contre, implicitement ou directement contre Michi. Je voudrais vraiment pas être à sa place. Mettez-vous 5 secondes à la place de Michi Batshuayi qui lit ces trucs-là, ou qui entend ça. Il se dit, mais merde, attends, je suis le réserviste de luxe, je fais gagner mon équipe parce que c'est grâce à lui et à Courtois qu'on gagne. Et voilà, quoi. Peu quand même de décence à son égard, un petit peu de pudeur à son égard, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, Ebi et Manu, mais moi, encore une fois, j'ai la position de consultant, mais surtout d'ancien joueur. Et il faut pas l'oublier. Voilà. Manu et Ebi. Oui, c'est toujours paradoxal avec Batshuayi, parce que c'est vrai qu'il a des stats phénoménales et qu'on peut toujours compter sur lui pour aller inscrire le but qui fait la différence. Donc, ça a été le cas face au Canada, donc on peut le remercier pour ça. Maintenant, c'est difficile effectivement aussi de passer à côté des critiques qui ont trait à son implication dans le jeu ou parfois la maladresse dont il fait preuve, non pas dans sa technique qui est excellente, et vous avez parlé de la façon dont il a inscrit le but, mais parfois dans le fait de si souvent sanctionner dans une position de hors-jeu ou de ne pas bien participer à la construction. Et c'est vrai que de ce côté-là, on reste souvent sur notre faim. Maintenant, moi, à partir du moment où il met les buts qui font la différence, au final, j'ai pas de problème. Cela dit, par rapport à ce statut de réserviste, comment il doit le digérer, c'est malheureusement pour lui
un statut qu'il a quand même souvent accompagné en club aussi tout au long de sa carrière, un peu cette instabilité à se fixer vraiment à un port d'attache et toujours un petit peu cette étiquette de super sub qui, heureusement ou malheureusement pour lui a presque toujours réussi partout où il est passé. Ouais, en fait, je devine un peu, Alex, dans ce que tu dis. Que ce qui te dérange là-dedans, c'est qu'on vise l'homme, si je comprends bien, de temps en temps, au-delà du footballeur qu'il est, et qui est d'une efficacité redoutable. Et c'est vrai que ça doit comporter un caractère extrêmement blessant. On sait dans quelle mesure aussi Romelu avait souffert à l'époque de ce genre de critique à ses débuts en équipe nationale, et il le vivait vraiment très très mal. Ici, effectivement, si Michy Batshuayi n'avait pas marqué ce but, il aurait, à mon avis, fait l'objet de davantage de critiques encore. Mais ici, et je trouve aussi, effectivement, on en a parlé tout à l'heure en bossant au Camp des Diables, certains articles dans la presse écrite sont quand même allés fort loin avec le gars qui a marqué le but de la délivrance. Ouais, en fait. c'est sûr. Et je voudrais juste rajouter ceci, Ebi, parce qu'effectivement, vous m'avez compris. J'ai rencontré un jour une personne qui s'occupe de lui. C'est pas un agent, je sais pas si c'est son agent, mais quelqu'un qui est très proche de lui. Et il me disait, je suis désolé d'avoir dû un jour lui donner ce conseil, mais je sais dans quel monde on fonctionne, donc dans le monde du foot. Je lui ai dit, soigne ton image. Soigne ton image. Donc, il a évoqué des choses très précises. Je ne vais pas raconter ici de quoi il s'agit, parce que là, ça reste un peu intime. Mais il a dit, soigne ton image, son comportement général, parce que c'est à cause de cela aussi que ça donne l'impression, parfois, tu donnes du grain à moudre à la presse, de manière générale. Il évoquait aussi un peu, en particulier, la presse néerlandophone. Et c'est malheureux, c'est vrai qu'il doit parfois la soigner. Et c'est vrai, Manu, tu as raison, hein. Je ne suis pas en train de remettre en question ce que tu as dit par rapport... Mais on le sait, par rapport à son style de jeu, on le sait que c'est comme ça. On le sait qu'il ne sait pas faire autre chose que cela. Et effectivement, les clubs par lesquels il est passé, et où il a finalement pas vraiment réussi, mais jamais vraiment raté non plus, ce sont tous des clubs volcaniques, sanguins comme lui, instinctifs. Marseille, Fenerbahçe maintenant, le Standard, parce que le Standard, ce sont vraiment des clubs en fait qui lui correspondent parce qu'il a un vrai détachement par rapport à ça. Alors que, je vais le dire comme ça, mais des attaquants peut-être bien plus structurés qui dans ces clubs-là n'ont rien foutu. Parce qu'ils étaient très sensibles à la pression qu'exerçait ce type de club sur eux. Michy s'en fout de ça. Et ça, c'est sa grande force aussi. Il parvient encore aujourd'hui à être ce qu'il est parce que, sur le terrain, parce que dans la vie de tous les jours, c'est un gars assez cool, parfois un peu trop. Humainement, il a peut-être pas laissé de super souvenirs dans tous les clubs où il est passé. Mais ça, je ne dis pas le contraire. Moi, je te parle vraiment du joueur de foot qu'il est. Et je suis pas son impresario. Hein. Non. Et je connais pas Michy Batshuayi particulièrement. Tu sais que plus personne n'utilise impresario en 2022. Impresario, c'est complètement foot en direct sur Vivacité avec Alex Teclac, notre consultant, avec Pascal Chimay, nos envoyés spéciaux, Manuel Jousse et Bi Brouzakis. Voilà pour l'info. Romelu Lukaku, bien sûr. Merci Manu et Bi pour cette info. Et vous l'avez dit, Kevin De Bruyne, donc aujourd'hui, un Kevin De Bruyne différent, s'est présenté en conférence de presse. Oui, certes, on va y venir dans quelques instants, mais je voulais rebondir sur ce qu'Alex vient de dire aussi par rapport à soigne ton image. C'est très intéressant de le souligner parce que pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un petit peu ce problème aussi de déficit d'image et de communication au début en équipe nationale avec Yannick Carrasco, qui était finalement assez timide, assez méfiant et qui se soustrayait très régulièrement à ses obligations avec la presse, ce qui était assez mal perçu. Et puis à un moment, les conseils lui ont été donnés de jouer le jeu, de venir, et ça se passe beaucoup mieux pour lui maintenant, et du coup les rapports sont bien meilleurs. Et j'ai l'impression qu'il y a de cela aussi avec Michy Batshuayi, qui est finalement une personnalité dans ses rapports médiatiques assez fuyante, assez difficile à saisir, et qui de temps en temps, alors qu'il doit venir s'exprimer, eh bien au dernier moment parvient un petit peu à se dérober. Je crois aussi que s'il arrive à améliorer cette image-là, ça c'est l'image de l'homme, ça améliorera son image de footballeur. Oui, c'est tout à fait ça, pour être tout à fait clair. Et comme il ne s'arrête jamais en zone mixte, en zone d'interview après les matchs, ou vraiment très rarement, souvent il passe, il dit bonjour et puis il trace sa route. Forcément, il rentre dans un cercle parce qu'il vexe une partie des médias, et puis alors du coup il ne vient plus, et puis du coup il ne s'arrête plus, et les médias lui en veulent, et puis on est dans un cercle un petit peu vicieux. Mais un cercle dont il y a moyen de sortir, parce que l'exemple de Carrasco était assez flagrant, et ça ne se passe plus du tout comme cela avec lui maintenant. Voilà, fin de cette parenthèse, mais c'était plus qu'une parenthèse parce que c'était intéressant d'avoir débat très souligné. intéressant, ouais. Ah, effectivement. Pour en venir donc maintenant aux hommes du jour à l'interview, donc Kevin De Bruyne pour commencer, donc qui a été évidemment questionné sur
toute une série d'aspects, notamment cette petite altercation, comme il en arrive souvent sur des terrains de foot avec Toby Alderweireld, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Par contre, sur des données plus flagrantes du match contre le Canada, et notamment les problèmes défensifs, est-ce que la vitesse de la défense a constitué un des nœuds et un des problèmes dans ce match-là? On écoute sa réponse. Je pense que ça, c'est pas vraiment le problème. Je pense que si on presse ensemble, si on joue dans un système ensemble, tu peux jouer avec des joueurs qui sont lents peut-être, mais je pense que quand il y avait pas beaucoup de pression sur le ballon et la défense y va derrière, c'est très difficile pour les milieux pour couvrir l'espace parce qu'on joue avec 2 au milieu et c'est un grand espace de couvrir. D'abord, je pense que c'est un peu le 2, mais si on trouve une solution de ça, je pense que c'est pas la vitesse de défense que c'est un problème pour moi. Voilà, acceptons-en l'augure évidemment pour les prochains matchs sur cet aspect de vitesse en défense, et puis on va enchaîner sur le niveau global de l'équipe. Le match contre le Canada, avant cela l'Égypte, les sorties précédentes en Nations League, ça n'a pas été brillant. Alors est-il inquiet par le niveau que proposent les Diables Rouges depuis quelques sorties? Un peu parfois. Je pense que c'est peut-être au niveau de jeu, c'est déjà longtemps qu'on n'est pas au meilleur niveau. Je pense que l'équipe a le niveau pour faire mieux et c'est pour ça que je m'occupe beaucoup avec l'équipe de faire mieux parce que je sens qu'il y a le potentiel dedans dans l'équipe, mais certainement maintenant c'est le moment de le faire et ouais, j'espère qu'on fait mieux les prochains matchs et je suis positif aussi. Et je pense que les joueurs et tout le monde comprend qu'on doit faire mieux et ça, c'est déjà le premier pas pour faire ça. Voilà, donc pour résumer, la vitesse n'est pas un critère d'inquiétude. Par contre, le niveau global de l'équipe, oui. Et avant d'en débattre, on va écouter une troisième impression de Kevin De Bruyne relative à notre prochain adversaire, puisqu'on a beaucoup parlé du passé. On parle aussi du futur proche, c'est-à-dire le Maroc. Le Maroc a une bonne équipe. Je pense que quand j'ai vu le 11 de base, c'est presque tout le monde, je le connais. Il joue dans des grandes équipes partout et il joue Premier League ou en France ou Italie ou je sais pas où. Et ils ont fait un bon match contre Croatie. Et Croatie, on connaît aussi. D'abord, je sais, ça va être encore un match difficile et on comprend qu'on doit améliorer comme notre équipe pour gagner ce match et on va essayer d'être prêt ce dimanche. Voilà. Kevin De Bruyne, donc, en conférence de presse au micro de Manu Ajous et Bibruzakis. On revient ici en studio. Pascal Chimet, Alex Teclac, notre consultant sur cette interview de Kevin De Bruyne. En fait, la première interview, donc, le truc qui m'intéresse le plus, c'est. Parce que le reste, c'est un peu. Enfin, oui, il est inquiet, mais c'est des banalités pour moi, le reste. Mais c'est pas à vous que j'en ai, Ebi Emmanuel. Je veux dire que là. Kevin. Il a répondu d'une manière intelligente. Espèce d'hypocrite. Bon, non, mais c'est en fait cette question-là est intéressante parce que j'explique souvent ceci, c'est pas parce que tu as des défenseurs qui sont lents que tu ne peux pas te permettre forcément de jouer haut. Le problème, c'est que si tu prends ces risques-là de jouer haut et que tu perds le ballon dans ton contre-pressing parce qu'il est mal exécuté, parce que l'équipe est trop étirée, parce que les distances entre les joueurs en possession du ballon, je le dis bien, en possession du ballon sont trop importantes, lors de la perte de balle qui va suivre, tu vas te prendre des transitions avec des joueurs qui ne savent pas les couvrir. Pourquoi, à votre avis? Je vais vous donner un exemple belgo-belge. Pourquoi De Condé, depuis des années, transfère des défenseurs centraux, je ne vais pas dire atypiques, parce que Lukumi rentre plus dans les standards, par exemple, de championnat, je veux dire, commun, mais des défenseurs centraux très explosifs, bons de la tête, mais pas super grands, mais très explosifs, très rapides, et surtout très doués très forts dans leur vitesse de pivotement. Pourquoi? Parce qu'il veut un jeu dominant. Il veut une équipe qui sache jouer très haut et il accepte le risque à un moment donné d'être pris dans son dos. Il joue avec des centraux qui sont extrêmement rapides et qui savent
qui sont fort exposés, mais qui dans la plupart des cas s'en sortent. Ça veut dire de temps en temps, il faut des bêtises. Oui, mais c'est normal parce que eux, contrairement, je sais pas moi, aux centraux d'Anderlecht par exemple. Mauvais exemple. Oui, enfin c'est peut-être pas un bon exemple. Ou aux centraux, j'en sais rien. Enfin des équipes qui jouent, beaucoup plus bas. Eux, ils ont vraiment des prises de risques importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que un principe de jeu, c'est d'avoir une équipe courte sur le terrain. Tu joues bas, tu joues médium, tu joues haut. Le principe de jeu de rester court ensemble sur le terrain, il doit être respecté. Et quant à ça, tu peux déjà, à ce moment-là, construire ton jeu offensif. Ce que De Bruyne il veut dire, c'est ça. Tu crois que les défenseurs de City sont les plus rapides au monde ? Non, c'est pas vrai. Ce ne sont pas les plus rapides au monde. Et de temps en temps, ils se prennent aussi des grosses contre-attaques et ils se prennent des rhumes parce que ça va trop vite et qu'ils prennent des buts. Mais dans cette équipe-là, la différence avec les Belges, c'est que ces principes-là, Guardiola les a installés depuis des années. Il a les meilleurs joueurs au monde aussi pour jouer avec ces principes-là. Nous, on les a pas. Et à un moment donné, la question que je me pose, c'est pas tellement une hauteur de bloc, c'est pas tellement ça. C'est surtout de se demander aujourd'hui qu'est-ce qui convient le mieux au profil qu'on a dans notre équipe. Et Martinez, cette question-là, il doit vraiment se la poser pour aller loin. Il se la pose ou pas maintenant ? Mais bien sûr, j'espère. Donc il va changer ou pas ? Après, j'ai envie d'entendre Manu et Ebi aussi, parce que eux, ils sont sur place, ils les côtoient, ils ont un feeling peut-être. Je ne sais pas s'il va changer. Le fait qu'il ait répondu aussi à une question dans la presse par rapport à la défense à 4, je crois que c'était hier, et qu'il l'avait fait contre le Japon, donc pourrait peut-être être un peu plus sécurisé dans les transitions, ça c'est déjà une solution. C'est de se dire, ok, là, tu occupes mieux la largeur dans une défense à 4 que dans une défense à 3. Ça, c'est certain. Donc là, ça peut peut-être être un indice. Changer, je ne sais pas. Je pense que Courtois va envoyer un signal après l'Égypte à son coach, implicitement. Il a dit, maintenant toutes les équipes ont vu les faiblesses qu'on avait. Tu t'en souviens, Manu et Bi, vous vous en souvenez. Hein. De Bruyne a fait la même chose. Mais De Bruyne a dit aussi pareil. Voilà. Donc ce qu'il a dit à Martinez, c'est dire, il faut quand même que tu te rendes compte que nos défenseurs, ils sont lents. Donc si on veut jouer comme ça, il faut accepter aussi à un moment donné, peut-être d'avoir des soucis, quoi. Et ils en ont pas envie. Donc, là, je me pose cette question, effectivement, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire parce que et c'est pas, il faut pas croire, c'est pas De Bast, c'est pas Théâtre, c'est pas Faas qui vont résoudre directement ce problème. Hein. Ils vont l'atténuer, mais ils vont pas le résoudre parce que c'est difficile de jouer à 50 mètres de tes buts. Tu tombes contre des mecs qui, de toute façon, dans la plupart des cas, eux sont lancés, vont vers l'avant et vont vite et ils vont plus vite que toi. Donc c'est difficile pour tous les défenseurs au monde, jeunes, vieux, c'est très compliqué. Moi, ce qui m'a dérangé, Ebi et Manu, c'est pas tellement ça. Ce qui m'a dérangé, c'est que Alderweireld fait un bon match. Il a eu beaucoup de situations de sauvetage vraiment in extremis dans le rectangle, avec des petites interventions défensives en fait qui ont fait des grosses différences. Mais ce qui m'a un peu embêté, c'est quand les trois attaquants canadien rentrait en possession du ballon, et Buchanan en particulier, puisqu'il jouait dans la zone centrale, lui, c'est que quand il était dos au but, pas retourné, Calderweireld fuyait. Il était déjà en train de reculer. Ça m'a dérangé, parce que le seul moment où tu sais les embêter, c'est justement quand ils sont dos au but, les empêcher de se retourner et venir les chercher. Un peu ce que racontait Renard avec Messi. J'ai songé à ça. Et ça, ils l'ont pas fait. Ils ont fui, ils avaient peur. Et ça m'a embêté, parce que cette peur a été communicative à tout le groupe. Voilà, c'était un peu trop long. Alex est en forme. Hein. Un conseil, restez dans le foot, oubliez le vélo. Alex, Manu et Giuseppe Brozakis, votre réaction? Mais moi, juste par rapport, parce que je souhaitais aussi avoir votre avis à vous tous par rapport à cette possibilité de passer à une défense à 4, c'est parce que je l'ai lu aussi. Est-ce que c'est pas un peu une utopie, Alex, Pascal, Manu, David, de le faire maintenant? Il ne l'a pas fait souvent. Je suis d'accord avec toi. Et opérer un tel changement à 2 jours du match, c'est complètement dingue, non? Oui, je crois qu'il a répondu à la question en disant oui, je peux le faire, comme la question qui lui avait été posée, vous pourriez mettre Openda à la place de Batshuayi, oui, je peux le faire. Kevin De Bruyne en 8, oui, je peux le faire. Mais j'ai l'impression qu'il ne va pas. Donc, non, à mon avis, on sera à 3 contre le Maroc, et je pense aussi avec les 3. Ouais, je crois aussi, voilà. Donc, après... On doit accepter, au fait, c'est tout. On doit accepter de prendre le vent, et ça s'est bien passé contre le Canada, parce que ce n'était que le Canada. Pourtant, il y a beaucoup de vent. Mais Pascal, parce que aussi l'arbitre n'a pas fait un bon match aussi. Parce que la passe décisive d'Eden, où il donne hors-jeu. La 6 d'Eden. On va pas revenir là-dessus. On parle du Maroc, on parle du Maroc. Amadou Onana est monté au jeu à la mi-temps, parce que le temps presse là avec nos envoyés spéciaux, même s'ils ont mangé, ça va être compliqué. Ebi, Manu, vous l'avez dit, il s'est présenté lui aussi en conférence de presse aujourd'hui, Amadou Onana. Oui, je crois qu'on va zapper le Onana 3 parce que le chrono tourne. Donc, effectivement, Amadou Onana
qui s'est montré à son avantage lorsqu'il est monté à la mi-temps à la place de Juri Tielemans dans cette partie contre le Canada. Il a apporté beaucoup, il a un profil tout à fait atypique, une personnalité très riche, très, très attachante. Et donc, dans les questions qui lui ont été posées, justement, par rapport à cette ascension assez fulgurante, sur le fait que tout semble être allé très vite pour lui. Il était sur le banc, réserviste à Lille l'année dernière, et là il est dans la première ligue à Everton, et le voici maintenant en Coupe du Monde. Alors par rapport à cette trajectoire fulgurante, on va l'écouter, c'est le Onana numéro 2. J'ai un problème avec le on ne me voyait pas aller aussi vite, parce que pour moi tout se passe comme prévu à chaque étape de ma carrière. Voilà, je prends des décisions logiques, je pense, parce qu'on le fait toujours en équipe, prendre des décisions logique, step by step, et pour moi, c'est la suite logique. Donc tout se passe comme prévu, je dirais. Voilà, tout se passe comme prévu, mais que peut-il encore améliorer dans son jeu? On va l'écouter sur cette thématique aussi, c'est le premier extrait. Il me manque énormément de choses. Je pense qu'à 21 ans, on n'est pas encore complet, déjà, en tant qu'homme, tout simplement. Donc j'ai énormément de choses à apprendre. Heureusement pour moi, j'ai la chance de jouer avec les meilleurs joueurs au monde. Je vais pas le citer parce qu'il est juste là et je vais pas lui faire de compliments, mais il le sait. De jouer avec Eden, de jouer avec Witsel, Romelu, je pense, je peux citer toute l'équipe en fait. Mais voilà, j'ai cette chance-là d'avoir des gars expérimentés autour de moi qui me facilitent la tâche. Voilà, et puis alors question évidemment délicate pour lui, mais c'est bien là le nœud du problème. Qui Roberto Martinez doit-il choisir entre Juri Tielemans et lui? Et comme il a dit que c'était au sélectionneur qu'il fallait poser cette question-là, la question lui a été reposée d'une autre manière, c'est-à-dire avec qui lui se sent-il le plus complémentaire pour évoluer devant la défense, avec Witsel ou avec Tielemans? Moi, j'ai aucun problème à jouer avec ces deux-là. Je pense que nous trois, peu importe la paire qui est au milieu, la paire sera complémentaire. Après, voilà, jouer avec Axel, c'est vrai que ça rassure beaucoup parce qu'il a énormément d'expérience et qu'il vous donne énormément de soutien, de conseils. Donc ça me facilite un peu la tâche. Et comme j'ai dit, quand je joue avec lui, il a plus ce rôle de sécuriser tout ce qu'il y a au milieu de terrain. Et moi, j'ai cette liberté de monter, de descendre, d'être un peu box to box. Donc ça libère. Voilà, et outre son style, son gabarit, tout ce qu'il apporte, on est quand même bluffé aussi par son assurance et ce qu'il dégage dans ses interviews. Il est impressionnant. Il a 21 ans, c'est un gamin encore. Ouais. Je voudrais juste rajouter ceci, moi, par rapport à Onana. Juste avant les infos. Ok, en vitesse. C'est que Onana, c'est vrai que beaucoup le comparent au profil qu'avait Fellaini, et je suis assez d'accord. Il lui ressemble. Il est capable comme ça de faire des allers-retours entre les rectangles. Il est bon de la tête. Il a de l'engagement. Voilà, il a certaines similitudes, mais c'est pas Fellaini. Bon. Une minute. Mais le gros problème, et on oublie. Wilmots, il jouait avec un milieu à 3. On joue avec un milieu à 2. Et c'est pas du tout la même chose, le même comportement. C'est pas du tout la même chose. De Bruyne l'a évoqué dans son interview, c'est vrai. C'est absolument pas la même chose de jouer dans un milieu avec pratiquement 2 milieux défensifs, on jouait comme ça, et un joueur un peu plus libre. Donc, attention à ce qu'on dit, parce que quand on parle de complémentarité, etc., l'entraîneur aussi, il doit faire vraiment très attention à la paire qu'il va choisir là, parce que pour moi, elle va être prépondérante dans le match contre le Maroc, je les ai vus. Chaque soir, ils sont en direct dans Complètement Foot, émission spéciale Coupe du Monde, pour nous parler des Diables Rouges, nos envoyés spéciaux, Manu Ejous et Bib Brouzakis. Merci tous les deux. C'était top. Non, les amis. Allez, Merci, J-2 avant ce Belgique-Maroc.